On peut aussi commencer par se présenter peut-être. Bonjour, je suis Asserment Dax. Voilà. Voilà. Donc j'ai écrit le film. C'est tiré du livre Dieu la contre-enquête. C'est un des chapitres qu'on a adapté. Et on a eu un mécène qui m'a écrit, qui m'a dit voilà, moi je veux au Portugal. Je veux vous payer quelque chose. Alors, mais je vois que ce soit un projet dans mon pays. Et il me dit tiens, Fatima, c'est au Portugal. Et puis Vlad connaît bien le Portugal. J'en suis originaire. Donc on est parti là-bas avec Pierrick, qui n'est pas là ce soir, mais qui est le réal. Pierrick Fenper, qui est le réalisateur du documentaire. Qui a fait les images. Voilà. Et donc c'est l'Aztèque qui a chapeauté ça. Et l'Aztèque, c'est quoi, Vlad? D'abord, t'es qui, toi? Et moi, je suis Vlad Tapas. Je suis la personne que vous voyez à l'image, avec 20 kilos de moins. Et je suis également celui qui a commis la plupart des musiques. Toutes sauf celles qui viennent des films. Sauf celles qui viennent des films. C'est pour ça que je précise. Il y a certaines choses dans les films que j'aurais pas assumées. Alors qu'il y a de la musique sacrée qui est absolument formidable. Oui, et je suis cofondateur de La Tronche en Biais avec toi, ainsi que cofondateur de l'Aztèque avec toi également. Et j'en profite pour parler de l'Aztèque, l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique. Il s'agit d'une association loin 1900, exactement comme la FIS. Et nous avons plus petite que la FIS. Ah oui, sensiblement plus petite que la FIS. Oui, je parlais juste de son statut légal. Et on a pour vocation d'essayer de rendre la science et la culture au sens large le plus accessible possible. Le plus accessible aux personnes qui n'auraient pas forcément pu faire d'études, qui ont fait des études mais pas dans les domaines dont on va parler. Personnes handicapées aussi, ça c'est un combat qui est très important pour moi. On compte une petite trentaine de membres qui sont tous producteurs de contenu. On a des personnes comme Sébastien Canevet de Vous avez le droit. La plupart, en tout cas la plupart sont quasiment tous produisent des choses. Donc il y a Sébastien Canevet qui fait Vous avez le droit. On a Nathan du Chat Sceptique, qui d'autre? Fantine, on a Gaïs. On a Fantine et Hippocrate, on a Gaïs de Geek and Fit, enfin vraiment on a une belle collection, on est content. Des personnes avec lesquelles je suis absolument ravi de travailler. Et le but, c'est d'essayer de fédérer un petit peu les créateurs de contenu autour de l'esprit critique pour essayer de montrer un petit peu ce que la France, la francophonie même, fait de mieux à ce niveau-là. Donc on va essayer de rendre nos contenus accessibles, on va avoir quelques petites choses en langue des signes, tout sera sous-titré en français, parfois en anglais, parfois un peu moins en allemand, mais c'est prévu aussi. Okay, c'est la chaîne de l'Aztèque qui a été créée à Noël. À Noël, tout à fait. Et là, on a une grosse revue de presse qui va arriver avec l'actualité scientifique de 2023. Après ça, il y aura une vidéo par mois pour parler de l'actualité scientifique et sceptique du mois précédent. Et on va sortir bientôt une vidéo par semaine sur une thématique un petit peu rigolote. Chacun dans son domaine d'expertise va vous parler des chats. Donc si vous aimez les chats, et si vous venez sur Internet, vous aimez les chats. Et si vous ne les aimez pas, abonnez-vous quand même. Oui, voilà. Un pass pendant un mois, puis vous revenez après, on parlera des chiens, je pense. Oui, on va finir par parler des chiens. Puis abonnez-vous à La Tronche en Biais aussi, du coup, notre projet commun. Et on a le livre de la petite boutique des erreurs. Juste à côté du président de l'Aztèque. On a Alex Kaba. Donc n'hésitez pas à les acheter, on les a ramenés, on peut vous faire un petit bafouille juste si vous avez envie. Voilà pour les présentations. Voilà, livre de la petite boutique d'ailleurs, qui est aussi une grosse collaboration artistique puisqu'il s'agit... Et Pierrick était déjà l'un des réals de la série. Tout à fait. Et il s'agit d'une bande dessinée avec quelques ajouts en plus. Enfin, c'est très sympa, c'est un bel objet, on en est très très fiers. Voilà, on peut rentrer maintenant. On vient de Nancy que pour vous, hein. Exprès pour vous. C'est totalement vrai. Voilà, donc si vous avez des questions, alors on peut parler du film si vous voulez, même si au-delà de ce qu'il y a dedans, moi je ne suis pas un spécialiste des apparitions Marianne, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre dans le fond du sujet, à part sur les questions sceptiques de manière générale, ou des questions générales sur ce que vous voulez, pour peu qu'on ait que début de réponse. À moins que Juliette, toi tu as déjà des questions. Tu as peut-être prévu des choses pour lancer les gens? Non, pitié, c'est bien. Il faut une première personne courageuse qui posera la première question. Allez. Et après ça va dérouler les chevaux. C'est toujours pareil. La première personne qui pose une question, on lui offre toute la collection de la FIS. Non, j'ai le droit? Non, t'as pas le droit. J'ai pas le droit. Bon. C'était bien tenté. Alors, il y a juste quelque chose que j'ai pas bien saisi, c'est que en gros, pour expliquer le miracle de Fatima, il y a deux dimensions. Il y a une dimension avec
tout ce qui est optique et tout ça, avec fatigue des yeux, tout ça. Et puis, l'autre, c'est que j'ai pas bien saisi, c'est que les gens attendaient trop quelque chose, du coup, ils ont vu. Ah, le côté psychosocial. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la loi des grands nombres. Euh, C'était la mode des apparitions. Les gens disaient qu'ils voyaient la Vierge, mais il n'y avait pas encore de mode de la danse du soleil. C'est la première fois que ça arrive. Et on n'a pas le fameux auditeur, on ne sait pas. On essaie de reconstruire ce qui s'est passé, ce qui est plus crédible. Donc, on ne dit pas qu'on a la réponse. On dit que c'est sans doute ça qui peut expliquer. Les gens sont rassemblés, ils sont là, et ça fait 3 mois que ça dure. En août, les gamins étaient en prison, mais bon, là, après, ils sont revenus. Et les gens veulent voir quelque chose, et ce qu'on sait, c'est qu'en effet, c'est un temps dégueulasse, et qu'à un moment donné, vers 13h, c'était un peu en retard, ça s'est dégagé. Et on a des images de gens qui regardent le soleil, ça, c'est sûr. On sait que la moitié des gens disent avoir vu des trucs, l'autre moitié ne l'a pas vu. Donc ce serait étonnant si le soleil avait bougé pour de vrai. Je pense que, ce serait étonnant que la moitié des gens ne se soient pas rendus compte. Hein. Donc peut-être que c'est une illusion qui s'est produite pour X raisons. Donc on a donné des explications. À l'époque, tout ce qui est persistance rétinienne, etc., c'est pas que c'est pas connu, mais c'est pas extrêmement connu du grand public. Et surtout au Portugal à cette époque-là. Donc les gens ont eu une perception, c'est sûr. Ils étaient venus là pour quelque chose, donc ils font la connexion. Et quand leur voisin dit « Oh !» du coup, on va voir, parce que sinon, vous connaissez la légende des habits de l'empereur, les habits neufs de l'empereur. Bon, c'est un tissu tellement fin que seuls les gens intelligents peuvent le voir. Alors l'empereur l'achète, mais il ne le voit pas. Et personne, il n'a pas. Donc il est tout nu dans la rue, et les gens qui savent que le tissu, il faut le voir, sinon on passe pour un con, disent « Ah, c'est vrai qu'il est bien, il est beau. » Et la petite fille qui dit « Mais il est tout nu, l'empereur. » Parce qu'elle s'en fout un peu. Donc, tout ça fait que on ne peut pas vous dire qu'on sait ce qui s'est passé en détail, mais c'est plus crédible, nous semble-t-il, que l'hypothèse que Dieu a décidé de parler comme ça en envoyant sa mère ou sa belle-mère ou sa demi-sœur, je sais pas, c'est une famille, hein, faire un truc que la moitié des gens ont raté. Voilà. Alors, mais tu as raison, si on prétendait qu'on a la solution, on aurait tort. On ne sait pas exactement. C'est une hypothèse. Et puis, il est vraiment très très important de ne pas sous-estimer l'importance, j'allais dire, de l'esprit sur la perception, mais c'est très très logique, mais aussi de ce qu'on a envie de voir et de ce qu'on nous donne à avoir envie de voir. Par exemple, les manifestations à l'époque on appelait ça OVNI, maintenant on appelle ça PAN, mais ça date d'avant. Phénomène aérien non identifié. Non identifié, c'est ça. Mais on dit non expliqué à un moment dans le documentaire. Oui, parce que je préfère ce mot, mais je sais que le GEPAN... Le GEPAN, c'est ça, tout à fait. Donc phénomènes aériens non identifiés. Avant que ne sorte une bande dessinée dans laquelle on représentait la première soucoupe volante, donc un vaisseau spatial en forme de soucoupe, personne ne voyait les vaisseaux spatiaux comme une soucoupe volante. Et le succès de cette bande dessinée fait qu'à partir de ce moment-là, c'est une forme qui s'est démocratisée et les gens qui annonçaient avoir vu des objets volants non identifiés disaient « j'ai vu une soucoupe volante ». Parce que Kenneth Arnold, en 1947, le premier, a dit elle se déplaçait comme des soucoupes sur l'eau. C'est ça. Mais la forme qu'il décrit n'est pas une forme de soucoupe. Mais les gens regardent des soucoupes et après ils se sont mis à en voir. Donc il y a une contagion totale entre la culture, ce que les gens voient, la fiction, la réalité. Et à cette époque-là, ce qui fait recette, ce qu'il y a en commun chez tout le monde, c'est la religion. Il n'y a pas Marvel encore, hein. Il n'y a pas le cinéma. Et Marvel, on en a déjà un peu marre d'ailleurs, donc si on pouvait changer un peu. J'aime bien, mais bon, trop... Arrête, non, je refuse de te parler quand tu es hystérique. J'ai une question là-bas. Déjà, merci beaucoup pour votre travail, je vous aime tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous parler de la réception de ce film par le grand public et est-ce que vous voyez des réactions spécifiques quand vous abordez les sujets de la religion par rapport à les tyrannies, des choses comme ça? Peut-être que vous n'avez pas de recul sur le sujet, peut-être qu'il n'y a rien à dire, mais est-ce que vous voyez des choses particulières? Ça va. Sur la religion, ça va. Non, sur la religion catholique, ça va. J'ai vu récemment un extrait de télé de Jérémy Ferrari qui dit que lorsqu'il a tapé sur l'homéopathie, il a pris plus de courriers incendiaires que lorsqu'il tapait sur la religion, alors qu'il y va. Et c'est vrai, que en France,
on peut en parler tranquillement. Mais bon, on va revenir le 10 janvier, il y aura un live sur la tranche biais sur est-ce qu'on peut critiquer la religion, parce que malgré tout, il y a quand même des problèmes. C'est-à-dire que Il y a des crispations. quand vous critiquez les idées chrétiennes, on vous dit vous êtes lâches, prenez-vous-en aux autres. Quand on s'en prend aux autres, oh, vous êtes raciste. Donc c'est compliqué. Et c'est toujours pareil. Donc voilà, le fond est là, c'est que les gens confondent le respect qu'on doit aux gens et le respect qu'on doit à leur liberté de croire ce qu'ils veulent avec le fait de fermer sa gueule quand on trouve que l'histoire est ridicule. Non, quand c'est ridicule, il faut qu'on dise que c'est ridicule, sinon on ne va pas s'en sortir. Je constate que dans le monde sceptique, quasiment personne ne parle de religion. C'est vraiment pas beaucoup dans la culture française, aux États-Unis beaucoup plus, mais en même temps, la religion a une saillance bien Tout à supérieure. fait. C'est-à-dire que le cœur du sujet sceptique aux États-Unis, c'est la religion, toujours encore aujourd'hui. En France, ça n'a jamais été... l'union rationaliste au départ, ça parlait de ça, mais enfin, ça fait depuis l'après-guerre, la religion, on considère que... il me semble. Donc, bon, si on n'en parle pas, on ne saura pas en débattre et on finira par se battre. Il y a vraiment il y a de quoi s'en plaindre, mais la laïcité à la française est quand même vraiment une exception culturelle. On a énormément de chance, mais du coup, il y a quand même des choses à faire. Il y a quand même des choses à faire, parce que la religion n'a vraiment pas disparu. Doit-elle disparaître ? Sincèrement, je suis sans avis. D'autant plus en tant qu'amateur d'art. L'art sacré, j'adore ça. Oui. Mais Bon, toujours dit que notre propos n'est pas de dire qu'il faut que les religions disparaissent. absolument pas, On justement. peut avoir un avis particulier dessus, mais ce n'est pas le message qu'on est en train de donner. On est très critique vers la fin du point de vue moral de l'histoire, c'est que quand on regarde un peu derrière, quand même, on se rend compte. Et ça, j'ai voulu insister là-dessus beaucoup. C'est quand même une... C'est pas souvent ce qu'on entend lorsqu'on parle d'histoire, mais rappeler un peu les choses. Quand on lit la Bible, on se rend compte que c'est très doloriste. Et c'est pas exactement l'aspect dont la plupart des croyants ont envie de se vanter, voire même dont ils ont envie de se rappeler. Et donc, la religion va continuer d'exister après nous. Hein. On n'a pas on n'est pas mégalo à ce point-là. Non. Mais je constate que, et ça c'était Salman Rushdie qui le disait, on confond comment dirais-je, les gens confondent le respect avec le silence. Voilà. Il faudrait qu'on se taise et qu'on ait peur d'émettre les critiques sur la religion. Lui, il a payé le prix. Hein. Il l'a fait. Et je pense il y en a d'autres. Hein. En France, c'est bien ce qui s'est passé en 2015. Donc, et je pense que la solution, ça ne peut pas être de l'interdire. Non. Ça ne peut pas être de ramener les gens chez eux. Ils sont chez nous et ils croient ce qu'ils veulent. Par contre, peut-être qu'on peut en débattre, on peut en discuter. Et appuyer là où c'est ridicule, ça peut aider des gens à prendre du recul par rapport aux choses. Si on ne le fait pas, à mon avis, ça sera plus mal que si on le fait. Donc, du coup, on va le faire nous. Le silence face au prosélytisme n'est pas vraiment une bonne solution. C'est le champ. Après, la FIS, c'est pas son rôle. La FIS, elle parle de science, c'est dans son nom. Elle partage la science, c'est pas... Nous, on parle des biais. On parle donc là, on a une entrée qui est déjà plus directe sur les questions de religion, je pense. Maintenant, comment le grand public le prend ? C'est pas une vidéo qui a été vue des millions de fois. Hein. C'est un peu plus de 100 000, je crois. Donc, c'est pas énorme. Que les sommes toutes pas si vieilles que ça, en plus. Oui, ça date de cette année. Donc, il y a eu des réactions de vidéastes chrétiens qui ont répondu à côté complètement à chaque fois. Donc, si un jour, je suis pas contre un débat, c'est pas fait, mais bon, je trouvais ça super intéressant. Et quelques remarques désobligeantes, mais globalement, le retour dessus c'est pas un climat plus anxiogène que d'autres. Il y a pire dans ce qu'on a fait dans notre parcours. Voilà, là-dessus, soyez tranquille, il n'y a pas une menace de mort particulière. Peut-être une ou deux, mais bon, voilà. Non, maintenant, on est rodé. Après, j'aurais très très peur des menaces de mort d'un public dont le symbole sacré est un outil de torture. Hein. Je sais pas ce qu'ils sauraient inventer. Hein. On a vu, quand même. Voilà. Il y a une longue histoire quand même des religieux et de comment ils mettent à mort les gens, etc. Après, je ne vais pas réviser, mais on pourrait... Ils sont imaginatifs, hein. Il y a quand même beaucoup de facilité. Alors, bonsoir. Bonsoir. On m'entend bien ? D'abord, merci pour le documentaire et merci d'être venu. Moi, j'ai une question toute simple. Pour le documentaire et puis pour le chapitre dans le livre, vous remerciez 3 personnes et je voudrais savoir en fait qui sont ces personnes, les présenter, leurs compétences. Alors, il y en a 2 qui sont ici, qui sont Patrice Seret et Francine Cordier. Tout à fait. Applaudissez-les parce que ce sont des grands spécialistes de l'ufologie. Merci à eux. Voilà. Toute la partie ufologie, c'est-à-dire utiliser la méthodologie des phénomènes ovnis pour essayer d'éclairer comment on pourrait enquêter sur les apparitions mariales, c'est avec eux que je l'ai écrit, ils m'ont donné des conseils.
Et le troisième, c'est Victor Rességuier, que vous verrez le 10 janvier en direct. Il sera l'invité de la Tanchambier avec Jack Le Fou. Oui. Parce que lui a grandi dans une famille très catho, donc il a des bouquins sur les apparitions-là. Il s'intéresse à ça très bien. Donc c'est lui qui m'a aussi donné beaucoup d'infos sur les vagues d'apparitions. Il n'y a aucun théologien dans l'affaire. Peut-être que ça manque, j'en sais bien. Mais voilà, ces gens-là ont été importants pour vérifier qu'il n'y avait pas de bêtises dedans. S'il en reste, j'assume. Puis Pierre Iffenpère, du coup, qui est notre réalisateur, Oui, mais les 3 personnes me remercient, c'est ces 3-là. Oui, voilà, c'est ça. Et je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je crois que dans ce documentaire-là, Loki n'a pas participé. Loki, qui est le 3e larron de la création de la Tronchambier, qui s'est chargé de beaucoup de la partie graphique. Non, je crois que... Non. Je crois qu'on est bien. On était Pierre Voilà. et moi. Voilà, il y a le président de l'Aztec qui est venu pour nous aider avec le script aussi. C'est vrai, après, voilà, on a une relecture des gens de l'Aztec. Voilà, c'est toujours avec des gens autour. Mais l'une des critiques qu'on pourrait me faire, c'est que je n'ai pas consulté un vrai historien du sujet, c'est vrai, ou un théologien qui pourrait expliquer pourquoi ça a du sens de penser ça, c'est vrai. C'est un film sceptique, avec une enquête sceptique qui a ses limites, mais les réactions que ça a suscité me font que je ne suis pas extrêmement inquiet. Il n'y a pas de défaut d'irriment, je trouve, dans le... Enfin, voilà. Après, si vous avez des critiques sur le film, je les prends. Hein. Alors, merci pour votre travail et pour ce documentaire. J'avais une question, enfin, plutôt une remarque par rapport au cas du coup des apparitions que vous avez étudiées. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un coup du sort qui a eu lieu historiquement entre du coup la venue de ces apparitions et aussi la venue de politiques autoritaires qui étaient plus anticléricales de l'époque et qui ont du coup provoqué des effets stressants, comme un peu dans le cas de celui-ci, vu que les enfants ont été mis en prison. Et je vois aussi, en fait, il y a un cas près de chez moi, dans le nord-est de la France, bon, pas Nancy, mais un peu plus à l'est encore. Strasbourg ? Non, pas tout à fait. C'est, vers Sarreguemines, si vous voyez. Sarreguemines, Sarrebourg. Voilà, il y a une petite source d'eau qui est devenue miraculeuse. Et aussi, les autorités de l'époque du 19e siècle ont interdit ça. Et justement, ça a ramené d'autant plus de monde, d'autant plus de croyants et de pèlerins. Donc, est-ce que... Il y a un contexte local, parce que Il y a une attente, oui. Notamment dans M et le Troisième Secret, les gens qui prennent le point de vue chrétien adorent dire que le Portugal était anticlérical. Non, les autorités étaient anticléricales. On n'a jamais été anticléricaux au Portugal, vraiment. Mais la population était très très fervente, toujours. Donc c'est faux. Mais les autorités, pour plein de raisons politiques qui m'échappent à moi, parce que c'est pas mon domaine, ont voulu faire taire parce qu'ils ne voulaient pas que les gens se rassemblent comme ça, sous la foi. Donc ça c'est intéressant comme phénomène. C'est un phénomène historique politique. Nous, on cherche l'explication réelle, matérielle, et la séquence causale qui pourrait... Donc, ça c'est le contexte un peu plus général qui serait intéressant de rajouter dans un film qui serait plus complet. Ça, c'est vrai. Mais du coup, on ne l'a pas exploré parce qu'on n'a pas les compétences. Mais oui, l'interdiction des croyances a rarement été une solution dans l'histoire de l'humanité. Merci. Merci, surtout pour la fin du film. Parce que le début, je me disais, c'est très important d'y voir plus clair. C'est le cas de le dire, d'y voir plus clair, même avec le soleil en pleine face. Mais c'est surtout la fin, je me suis dit, qui justifie tout votre film. Parce qu'on se dit, finalement, pendant tout le film, je me suis dit, on s'en fout, si les gens ont envie d'y croire, ils ont qu'à y croire. Et à la fin du film, je me suis dit, en fait, ça a tué 3 gamins. Et on continue à tuer des gamins partout dans le monde. Je peux pas. À les tuer, à leur faire tellement du mal. Ils se sont torturés eux-mêmes. Et ils sont morts. C'est la grippe espagnole qui les a tués quand même. On va pas dire que c'est pas la Vierge Marie. On y croit, mais non. Ils se sont pas mis dans un bon état, et c'est vrai qu'il y avait un environnement social dans lequel on les a encouragés à croire de plus en plus, et ils ont eu le doigt dans l'engrenage. Ils se sont peut-être affaiblis, et peut-être qu'ils seraient pas morts, mais on n'est pas sûr. Donc là, on peut pas dire. En tout cas, je voulais saluer l'utilité vraiment de votre travail. De ce gros travail, qui en plus est beau visuellement quand on aime les images de Madone. Moi j'adore les images de Madone, parce que je trouve que c'est beau. Et donc la musique aussi, c'est un objet d'art, c'est pas juste un objet de zététique, je sais pas comment on peut dire. Et donc même pour quelqu'un d'un peu fragile ou stupide qui a envie de croire en Dieu, c'est mon cas. Votre film, il est quand même très important parce qu'il va éviter à certains parents de
de trop aveugler leurs enfants et de les rendre peut-être possiblement victimes de manipulateurs qui vont les faire souffrir en fait. Et je me dis, dans toutes les religions, il faut faire le même film sur toutes les religions. Sauf qu'il n'y a aucune religion il y a aucune religion qui se soit mise à l'abri de ça. Non. Donc c'est flippant et merci. Bah, c'est pas une intervention d'une personne qui m'a l'air stupide, ça. Donc faut pas se rabaisser comme ça. Quand on me dit des trucs gentils, on n'est jamais bête. Vous n'êtes pas bête. Non, mais Mais là, il y a une forme d'intelligence dans la bienveillance. Hein. moi, en fait, Fatima, je me suis intéressé parce qu'en débat avec Olivier Bonassi, qui est l'un des auteurs de Dieu, la science, l'épreuve, il m'a sorti Fatima. Et moi, comme un bonnet, je ne connaissais pas l'affaire. Et donc, on m'a dit quand même, Thomas, tu veux parler de Dieu, Fatima, tu devrais connaître. Donc, c'est Victor qui m'a engueulé. Donc, je me suis un petit peu documenté. Et après, du coup, on a eu ce monsieur Ray qui était mécène. Donc, on a fait le sujet. Et quand j'ai commencé à creuser, outre le côté débunkage, d'emblée, ce qui m'a paru violent, c'est en fait, quand on regarde un peu de loin, tout le monde est super content que la Vierge se soit comportée comme une grosse connasse qui vient torturer 3 enfants, leur dire ah c'est l'enfer, il faut vous torturer. Les gens trouvent que c'est absolument adorable. Et ce décalage, je le trouve complètement fou en fait. Donc on a retensé que là je suis vulgaire, mais en vidéo je fais des efforts. Ah non, mais Et voilà, et là, c'est le truc le plus important, c'est comment on peut ne pas se rendre compte de ce que la Vierge, si elle est vraie, est en train de faire à ses gosses. Évidemment, elle n'est pas là, la Vierge, donc elle n'a rien fait. Mais les gens veulent y croire et veulent croire que c'est bien. Et quand on croit que ça, ce qui se passe, et ce qu'elle a fait elle, c'est bien, alors on autorise tout derrière. C'est ça le problème. Ouais, non, mais je reviens sur le caractère doloriste de notre religion. Je dis notre religion culturelle à nous en France. Je veux dire, elle est terrible. La souffrance est présentée comme une forme d'expiation. Expiation, voilà, ça vient quand même de la religion. Forme d'expiation qui permet d'accéder à quelque chose de mieux après, voire même une forme de bonté, parce qu'on permet de racheter les péchés des autres. Quand on lit la Bible et qu'on regarde la Passion du Christ, c'est épouvantable. Tout ce qu'il a subi pendant ces 10 passions-là, c'est épouvantable. Et ça, c'est présenté comme quelque chose de positif. Je leur dis, la croix, c'est un outil de torture, c'est ce que portent les chrétiens comme symbole de leur religion. Putain, en France, entre notre hymne qui est une ode à la guerre et notre religion avec la croix, on dit comment est-ce qu'on peut être des gens bien? Comment on peut me parler toute la journée? Vous connaissez Mère Teresa? Ah oui, par exemple. Mère Teresa va être quelqu'un de très bien. Mère Teresa, elle allait prendre une photo avec des dictateurs pour avoir un peu d'argent, pour ouvrir, non des hôpitaux, mais des couvents. Elle voulait ouvrir des couvents. Et les malades qui étaient soignés dans les mouroirs que les sœurs géraient n'avaient pas d'antidouleur. Parce que ça rapprochait Mère Teresa de Jésus. C'est ça, la souffrance rapproche de Dieu et de Jésus. Je crois qu'elle ne s'est pas gênée pour en avoir quand elle était sur... Oui, elle s'est fait soigner en Europe. À son lit d'hôpital, voilà, elle avait des antidouleurs. Sa souffrance à elle l'éloignait de Jésus, c'est comme ça. Bonsoir, merci déjà pour votre travail. J'ai appris beaucoup de choses grâce à vous. Je voulais savoir si dans les autres religions autres que catholiques, il y a aussi des apparitions de messagers, si vous saviez si ça existait. Et deuxième question, c'est depuis l'avènement de la photographie, de la vidéo, etc., est-ce qu'il y a toujours autant d'apparitions, Marianne ou pas, d'autres apparitions? La question est très drôle parce que depuis l'invention de la photographie, il y en a eu plein. Depuis l'invention de Photoshop, encore plus. Enfin non, depuis l'invention de la photographie, il y en a eu moins, et depuis l'invention de Photoshop, beaucoup plus. Mais c'est comme pour le spiritisme. Il y a voilà. C'est pas mode. Quand le spiritisme était en mode, c'était la fin de la Vierge. On passe ça. Après, c'était les ovnis. Maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt les fantômes, la tour Moncade, ça, enfin, les gens qui voient des esprits, ou les médiums, ou le channeling. Il y a des grandes modes. On a quand même eu Medjugorje, c'était les années 80, je ne sais plus quelle époque. C'est comme ça. Ça se tarie un petit peu la Vierge qui apparaît, c'est vrai, mais bon, dans l'autre religion, il y a forcément... Alors, d'abord, les chrétiens sont partout dans le monde, hein, donc on a des trucs en Afrique aussi, hein, en Égypte, un peu partout. Il n'y a pas de retenue, mais c'est vrai que à ma connaissance, c'est moins vrai en islam, peut-être parce qu'il y a moins d'iconographie. Hein.
bêtement, on va dire, la Vierge, on la voit dans les vitraux. Les musulmans, ils voient pas de choses. Hein. Ça peut être très très beau, mais il n'y a pas de figure. Donc, je pense que c'est peut-être un petit peu lié. C'est beaucoup des figures vivantes, de ce que je sais. Je suis pas du tout expert. C'est pas humain. C'est beaucoup des. Non, justement, les esprits sont pas du tout considérés comme des choses positives dans l'islam. Les esprits, c'est les djinns, c'est des entités négatives. Là, tout ce qui va être plutôt annonciateur, comme dans notre religion et comme dans beaucoup de religions, les prophètes, et ensuite les exégètes. Et il y a une importance encore plus grande mise dans les imams, comme dans les prêtres, dans la religion catholique, ils peuvent carrément retourner le sens du texte. Donc voilà, c'est beaucoup des vivants, j'ai l'impression, dans la religion islamique, mais encore une fois, je pose ça là, comme ça, parce que je ne suis pas du tout expert de cette religion-là. Moi, j'ai grandi dans la foi catholique, j'étais très très croyant quand j'étais plus jeune, je me suis farci la Bible plusieurs fois, ça je la connais plutôt bien. Je suis débaptisé, hein, ne vous en faites pas, je suis débaptisé. Sachez-le, on peut se débaptiser, on s'est débaptisé ensemble. Oui, c'est mieux passé. Et donc voilà, je n'ai pas vraiment l'histoire, je n'ai pas la réponse. Mais des revendications de miracles, il y a là, toutes les gens qui prétendent que Dieu leur parle, voilà, gens qui peuvent soigner, il y en a dans toutes les régions, ça c'est sûr. Je vais juste prendre le micro pour vous remercier, vous féliciter pour le travail sur le documentaire en particulier, mais en général sur l'esprit critique. Vous avez répondu un petit peu à la question parce que je trouvais que la Vierge était un petit peu feignasse ces derniers temps aussi, mais effectivement c'est une histoire de mode. Vous avez évoqué dans le documentaire beaucoup d'apparitions, alors je ne sais pas en termes de chronicité si récemment, alors effectivement avec Photoshop etc, il y a beaucoup de gens qui prétendent l'avoir, mais au niveau des autorités du Vatican, est-ce qu'elles sont aussi reconnues? J'ai l'impression qu'il y a une petite perte de vitesse au profit plutôt d'extraterrestres et autres entités qui sont un petit peu plus à la mode. Donc, on se dit vraiment que finalement, c'est un effet de mode et que je suis pas sûr qu'aujourd'hui, la dynamique des apparitions de la Vierge soit vraiment le vent en poupe, à moins d'un regain peut-être de la religion. Si ça se fait, ça sera dans des pays, peut-être pas chez nous, où la foi est encore très présente et où il n'y a pas encore beaucoup de sanctuaires. Parce que ça sert à ça. La Vierge, elle arrive là, et puis on fait une église. Hein. Lourdes, c'est magnifique, c'est superbe, mais il n'y a rien. Il y a des Lourdes. Hein. On n'est pas dans civilisation non plus. Hein. C'est pas. Pouf. Il n'y a pas de causalité. Là. En fait, shrine. Bon. Je me trompe peut-être, mais au niveau des autorités vraiment papales, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins enclins à faire du prosélytisme. Ils ont toujours été rétifs, en fait, parce que et c'est ça aussi qui est fort dans le phénomène, c'est que ça vient de la base. Toutes les histoires d'apparition de la Vierge apparaît à des petits, à des bergers, à des incultes, à des enfants. Toujours. Et du coup, c'est un peu le peuple qui dit à l'Église, c'est pas toi qui décide, Dieu nous parle. Donc il y a une tension entre les autorités du temps haut et le petit peuple qui lui aussi a le droit de voir la Vierge. Voilà, donc il y a un peu ça qui se joue aussi. Donc ça a toujours été, les autorités ont toujours mis le frein, et donc il y a peut-être 5% des apparitions qu'on connaît, les autres, tais-toi, machin. Là. Et c'est marrant ça comme relation de pouvoir aussi au sein même de l'Église. Mais bon, là-dessus, je donne un avis qui n'est autorisé que par de moi. Hein. S'il y a un historien qui veut me dire que j'ai tort, allez-y, hein, je veux bien. Moi, j'ai une question concernant vos projets sur la chaîne. Je me demandais si vous comptiez parler à un moment des théories des anciens astronautes. C'est un sujet je pense que vous n'avez pas trop de lien avec des personnes qui y croient, mais si c'était quelque chose dont on avait envie. Donc les anciens astronautes, en gros, vous avez LRDP, les pyramides, voilà, c'est déjà un peu ça. Mais en gros, il dit que les dieux des grands panthéons, en fait, étaient des extraterrestres qui sont venus, et comme dit la loi de Clarke, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Donc voilà, les grands dieux des panthéons seraient des extraterrestres qu'on aurait divinisés. Et en fait, on a évoqué, on a jamais d'aller, je crois que c'est en Suisse, avec Loki et Vlad, dans le parc créé par M. Van Daniken. Donc lui, c'est lui qui a écrit le show des dieux en 60 et quelques, qui a donné le top départ de cette mode-là. J'étais malheureusement absent ce jour-là.
Le jour où il a écrit son livre, oui, t'étais pas là. Non, non, mais au parc avec vous. On n'est Ah. pas allé au parc. Oui, non, mais On a parlé d'y aller. oui, voilà, c'est ça. Excusez-le, c'est Non, non, mais parce que Bonjour, laisse ta passe. il y a des moments où je ne suis pas toujours disponible. J'ai Et voilà. d'autres casquettes. Ok, on toujours dit que on en a parlé et l'idée c'est passé par là. Mais ce serait marrant d'aller voir Super. le parc comment il est fait, puis de raconter un peu l'histoire de comment c'est passé de. En fait, c'est Charroux qui a inventé ça en France. Hein. C'est français. Et puis Von Daniken a volé à Charroux, qui était un horrible néo-nazi. C'est pas grave. Et après, ça fait école un peu partout. Et c'est fini avec comment il s'appelle sur Netflix. J'ai fait une vidéo sur lui, ce monsieur qui a fait une série sur Netflix avec comme quoi il y avait une civilisation avant les grandes glaciations. Carrosse. Ouais, bon bref, j'ai oublié le nom du mec, je ne vous en pas. Mais Hein Carrosse. non, non. Bref, le mec qui a créé des séries de bouquins et une série sur Netflix où il raconte sa théorie comme quoi il y avait une civilisation mondiale blanche il y a longtemps. Bref. Qui a construit toutes les pyramides et toutes les choses. Donc ça a 60 ans, ces histoires-là, et ça continue à faire recette jusque sur Netflix. Mais au point de départ, c'est Charroux puis Von Daniken, et j'aimerais bien en faire un sujet, ça fait partie des choses. Oui, merci pour la suggestion. On va faire un crowdfunding pour ça. On en avait parlé un peu à l'époque de Grimaud, forcément. Oui. Donc c'était son grand dada. Donc voilà, c'est un des dossiers zététiques récurrents. La théorie des anciens astronautes, aussi appelée néo-évémérisme, si vous voulez vous renseigner. Voilà. Qui vient de Peut-être. Qui vient de l'évémérisme. Qui au final n'est pas tellement con, l'évémérisme. Ça vient d'un philosophe qui s'appelle Évémère et qui pensait que les grandes figures qu'on a, les grands dieux, toutes ces grandes figures surnaturelles, les grands prophètes, étaient à l'origine des personnes tout à fait humaines, mais qui ont tellement fait grande impression qu'elles ont été divinisées avec le temps. Donc le néo-évémérisme, c'est la même chose, sauf qu'en fait, c'était des aliens. Bon, une fois encore, on risque de répéter merci pour l'ensemble de votre œuvre. Et puis votre courage aussi, parce que les menaces de mort, on préfère en rire, mais bon, c'est un petit peu lourd, je pense, au bout d'un moment. Je suis aussi la chaîne secondaire. Pour simplement revenir une seconde sur le film et puis l'aspect doloriste que ma chère Claire a évoqué tout à l'heure, je me pose une question, et je trouve qu'il y a un petit paradoxe. Les enfants, ils sont un petit peu présentés comme des affabulateurs, notamment Lucia. Alors on dit Lucia. Et, on s'est trompé dans la prononciation, on a beaucoup reproché. Lucia. Et je me suis fouetté, bien sûr, J'espère bien. Je t'ai aidé. Ce sera coupé au montage. Et donc il y a le petit jeune homme dont j'ai oublié le Francesco. Et également Jacinta, du coup je sais plus comment dire. Jacinta. Alors Jacinthe, Lucie et François. C'est la version française. Oui, hein, parce que c'est comme ça qu'on dit dans le texte français. Et du coup, est-ce qu'elle s'est persuadée d'avoir vu ce qu'elle a eu? Parce que si elle s'est fait souffrir, même pour expier les péchés, c'est qu'elle avait peut-être réellement peur de l'enfer. Donc, voilà, je trouve qu'il y a une petite contradiction. Je me pose la question, est-ce que c'est elle-même persuadée de son récit, en fait? Voilà, c'était ma question. C'est ça, ou alors elle a vraiment vu l'enfer. Il y a deux hypothèses. Non, mais il y a une autre hypothèse, c'est que l'histoire, elle nous la raconte en 40. Oui, aussi. 42. Donc on a les témoignages de l'époque, quand elle est petite, elle n'évoque pas l'ange, elle n'évoque pas la corde, elle n'évoque pas ces histoires. Ça, elle en parle plus tard, 30 ans plus tard. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est reconstruit? Qu'est-ce qui est modifié dans ce récit? Je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'elle y croit? Je ne sais pas. Et personne, on n'est pas dans la tête des gens. Est-ce que Grimaud croit ce qu'il raconte? Est-ce que tous les autres zozos qu'on voit et qu'on critique croient ce qu'il raconte? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et sans doute que si on mettait devant eux toutes leurs déclarations et pour leur montrer les contradictions, ils seraient bien obligés de voir qu'il y a une contradiction. Mais est-ce qu'ils s'en rendent compte avant qu'on leur montre? Je ne sais pas non plus. Donc, bon, là, sur la question de qu'est-ce qui passe dans la tête des gens, on doit tous faire hyper attention parce qu'on ne sait pas. Et c'est très frustrant, mais vous n'aurez pas la réponse.
ce qu'on appelle le paradoxe de l'autobiographie, c'est que c'est impossible d'écrire son autobiographie en restant fidèle à ce qu'on a été. Et même vous, dans 10 ans, si vous essayez d'expliquer ce qui s'est passé exactement ce soir et ce que vous ressentiez exactement, peut-être que le vous de dans 10 ans sera plus d'accord avec le vous de maintenant. Est-ce qu'on ne sera pas capable de raconter? Est-ce que je me rappellerai que j'ai lévité à 2 mètres du sol et que vous étiez tout en extase? Je sais pas, peut-être que non. C'est quoi le prochain gros sujet, le prochain gros truc que vous avez envie de faire? Est-ce vous avez envie d'ouvrir un gros chapitre bien saignant? Alors, c'est un projet de livre, mais en général, mes livres donnent lieu à des déclinaisons vidéo. C'est la haine en ligne. Le phénomène de la haine en ligne. Pourquoi les gens se comportent si mal, alors que si on les croisait en vrai, on verrait pas que c'est les gros fils de pute. On se comporte presque tous beaucoup plus mal en ligne ou derrière un volant que lorsqu'on fait la queue à une boulangerie. Quand on fait la queue à une boulangerie, on dit avance-toi. On dit madame, il y a un peu de place, allez-y, on est poli. En voiture, on klaxonne, on rigole les gens. Il y a un truc qui se passe, j'ai pas la fin, et encore une fois, j'ai pas la fin de l'histoire, mais j'ai envie de voir un peu, est-ce qu'il y a eu des études sur comment on se comporte, est-ce qu'il y a des effets contextuels, des mécanismes, des choses. Et puis, j'ai vu passer le travail de l'ordre des infirmiers, qui a fait 12 fiches sur des pseudo-médecines, art-thérapie, naturopathie, sophrologie. Et leur travail, il est nickel. Et donc, je leur ai écrit, ils m'ont pas répondu. Je veux leur voler leur travail. Je l'ai cité, mais je veux prendre leurs fiches et les décliner en vidéo parce que ça fait un résumé. En 5 minutes, vous comprenez ce que c'est que la sophrologie et pourquoi il faut arrêter. En gros, hein, voilà. Donc, ça, c'est dans les... Et après, il n'y a pas de gros dossier. On avait parlé d'aller en Égypte. Ah, tu spoiles beaucoup, là. Je dis juste ça. Tu spoiles énormément. Mais voilà, mais maintenant que tu l'as dit en public, on va être obligé de le faire. Donc, il faut reprendre le dossier, mon petit Mantex. J'ai eu, pour plein de raisons, une baisse de motivation sur ce projet. Donc, j'ai abandonné. Mais j'ai écrit des choses. Vlad a commencé à réfléchir à des musiques. On a une grosse vidéo sur les rayons N aussi. Alors, ça, vas-y, je te laisse faire. Là, une grosse vidéo sur les rayons N. Si vous ne savez pas ce que c'est que les rayons N, c'est une trouvaille qui n'existe pas. Les rayons N pour... Nancy. C'est chez nous. Voilà, c'est chez nous. C'est René Blondelot pensait avoir découvert un nouveau type de rayonnement. En 1903. Voilà, alors ça fait le tour de la sphère scientifique. Et en fait, ça n'existe pas du tout. Et c'est une histoire qui est très très intéressante, dont on a envie de parler. C'est quelque part, dans un sens, un échec de la science, mais aussi une réussite du caractère autocorrectif de la science. Parce que ça n'a pas duré longtemps. C'est une page de l'histoire des sciences très intéressante. On vous raconte toujours les succès. On vous raconte les Newton, les Galilée, les machins. On vous parle pas des Blondelot. Blondelot, c'était pas un mec super sympa, j'en sais rien. On a 2 photos de lui. Il a pas l'air commode. Mais bon. Enfin, c'était les photos de l'époque. Hein. Ouais, mais toujours est-il que, par beaucoup d'aspects, il rappelle un certain professeur très influent dans sa ville, mais dès qu'on fait 50 km, on ne comprend plus ce qu'il raconte. Ça me rappelle en 2020. Donc, à un siècle de distance, on voit qu'on n'a rien appris, en fait. Et que les pages Blondelot, les pages Raoult, il ne faut pas les oublier. Il faut faire quelque chose. C'est quelqu'un qui avait un protocole pour détecter son rayonnement qui ne marchait pas. Et quand on lui dit, mais René, ton protocole, pour avoir un faux produit, mais ta gueule, je m'y connais. Il parlait comme ça, René. On a des enregistrements non, c'est faux. C'est faux. J'ai fait une projection astrale. Et j'étais sur place. Moi, t'étais sur place en projection astrale? Mais oui, tu m'as pas vu. Bah non, moi je t'ai pas vu. Du coup, t'étais pas là. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est écrit, c'est tiré. Allez lire La science des balivernes. On a pris un chapitre de ça. Et donc, c'est Vlad et Alex qui sont aux commandes d'un projet qui a eu plein de. Ça fait beaucoup d'équipes. Ça fait 5 ans que ce projet est en cours. C'est une arlésienne. Hein. C'est notre poste de. Je ne parle plus, mais c'est Vlad maintenant qui a récupéré le truc avec Alex. C'est eux. Voilà. C'est leur faute si ça sort pas. Alors non, c'est la faute des tas de prédécesseurs qui ne l'ont pas fait. C'est vrai. Puis à titre perso, gros dossier, moi, c'est un sacerdoce que je me suis fixé, mais je travaille beaucoup sur l'accessibilité. Voilà, en ce moment, et pour très longtemps, je pense, parce qu'on n'est vraiment pas rendu. Je travaille sur le fait d'essayer de faire en sorte que l'esprit critique soit plus accessible, notamment aux personnes handicapées. Donc j'ai appris la langue des signes, je me forme au braille,
Je travaille avec des personnes porteuses de handicap, polyhandicapées, pour essayer de réfléchir à comment rendre l'esprit critique plus accessible. Parce que de l'autre côté, du côté des gourous, du côté des manipulateurs, du côté des affabulateurs, eux, ils sont déjà sur le dossier. Et nous, dans l'esprit critique, il n'y a personne. Jusqu'à ce qu'on parle avec des interprètes pour notre nuisette, il n'existait pas de signe pour dire zététique. Il manque énormément de signes pour parler de science. Il y a des associations de sourds, de chercheurs sourds, de scientifiques signants qui aujourd'hui militent pour créer des signes, pour parler de science. Il y a plein de concepts pour lesquels on n'a pas de signes. Et si on n'a pas de signes ou si on n'a pas de mots pour exprimer quelque chose, comment est-ce qu'on peut en parler ? Voilà, donc gros problème à ce niveau-là dans les communautés handicapées. Et bon, du coup, c'est pas un truc qui va sortir, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un peu la mission que je me suis fixée. Voilà. Oui. Non mais. Je vous rappelle que on a les magazines Science et Pseudosciences qui sont juste ici et également la petite boutique des erreurs. Et merci de nous avoir invités Merci à voir les infiniment. gens de Lyon. C'est toujours un plaisir de venir à Lyon, j'adore cette ville. Et puis un plaisir de voir la FIS. Merci à vous. Merci à vous d'être venus. Retrouvez la FIS Lyon sur Instagram, Facebook, YouTube et Twitter. Découvrez la revue Science et Pseudosciences éditée par la FIS. Adhérez ou devenez bénévole à la FIS sur www.afis.org. À bientôt.